Je ne pouvais passer sous silence le fait que cette vidéo est la 100e de la chaîne Électrobidouilleur. C'est grâce à vous. Merci beaucoup de votre support. Merci de votre fidélité. Et l'aventure se poursuit. On est dû pour une autre session de questions-réponses. Encore une fois, il y aura des sujets variés. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Je vous souhaite la bienvenue à cette autre vidéo de questions et réponses, la 6e, oui, de cette série. Je vous invite à me faire parvenir d'autres questions, car plus je recevrai de questions, plus souvent il y aura des vidéos de questions et réponses. Équation assez facile à faire. Alors, allez-y, soit par courriel à electro.bidouilleur@yahoo.ca, soit par l'entremise de Facebook, soit sur le forum de discussion Électrobidouilleur. Vous pouvez aussi me faire parvenir votre question sous forme d'une courte vidéo d'au maximum une trentaine de secondes. Ce serait cool d'intégrer au moins une de ces vidéos dans ma prochaine vidéo de questions et réponses. Envoyez-moi une vidéo prise d'un téléphone intelligent, c'est correct, ce sera excellent comme ça. Je détaille les aspects techniques sur le forum de discussion Électrobidouilleur dans la rubrique Suggestions de vidéos Électrobidouilleur. Bon, alors, sans plus tarder, voici une première question. Elle vient de Le Picard. À propos de l'oscilloscope, j'ai une question. Je me lance dans la réparation de TV pour moi-même. Est-ce indispensable pour moi de devoir posséder un oscilloscope? Bon, un oscilloscope, ce n'est pas essentiel, mais quand on l'a, on est bien content de l'avoir. Un bon multimètre pourra faire beaucoup de chemin, mais encore faut-il savoir bien s'en servir du multimètre. Mais ça, c'est une autre discussion, c'est un autre problème. Si la réparation de TV vous intéresse, considérez vous procurer un oscilloscope d'occasion, analogique même, pour moins de 100 $. Cherchez sur les sites de vente d'occasion en ligne, les sites de vente régionales. Recherchez le mot oscilloscope. Vous pourriez être surpris des résultats. Pour ce qui est des sondes, ils s'en vendent sur eBay pour moins de 10 $ chaque. Elles feront amplement l'affaire pour un oscilloscope de ce type. Je vous suggère de visionner ma vidéo numéro 8 qui fait une introduction à l'oscilloscope. Ça vous donnera une idée des choses à prendre en considération lors de l'achat. Entre autres le prix, le genre de caractéristiques qu'on recherche, etc. Prochaine question de Abyss01. Quelle est la procédure appropriée pour tester un PWM dans une alimentation en panne pour repérer une mise en protection ou un éventuel défaut dans le circuit? Bon, on parle ici d'une alimentation par découpage. Le PWM qu'il mentionne, c'est Pulse Width Modulator, donc modulateur par largeur d'impulsion, si vous voulez. La puce de régulation fait varier le cycle de service de la sortie, donc le PWM, pour régulariser la tension de sortie. Il y a différentes configurations d'alimentation par découpage de possibles. Il y a des alimentations évidemment positives ou négatives. Buck, qu'on appelle en anglais, donc tension de sortie plus basse que celle d'entrée, ou boost, vous devinerez tension de sortie plus haute que la tension d'entrée. Bon, il y a des configurations avec transistor interne ou externe, type flyback avec transformateur, etc. Donc, ce n'est pas évident de répondre de façon universelle à votre question. Ceci dit, normalement, vous devriez être capable de voir à l'oscilloscope, si vous avez un oscilloscope bien sûr, le découpage, donc la forme d'onde, à la sortie de la puce, même si la bobine est endommagée, et ne serait-ce que temporairement ou très rapidement jusqu'à ce que la protection de la puce se déclenche. Okay? Si tout est complètement mort sur la sortie, il est possible que le ou les MOSFET internes, donc dans la puce, soient grillés.
Si les transistors MOSFET ou autres sont extérieurs à la puce de contrôle, vérifiez le signal à leur porte, soit à la base, si c'est un transistor bipolaire, ou à la porte, donc la gate, la grille, sur les transistors FET ou MOSFET. Bien sûr, assurez-vous que les broches d'entrée ou de contrôle, si vous voulez, qui sont autour sur la puce, soient au bon niveau pour allumer l'alimentation. Parce qu'évidemment, il y a souvent des broches de contrôle pour allumer ou éteindre. Donc, vérifiez que tout ça est correct aussi. Vous pourriez aussi retirer la bobine de sortie et faire des mesures passives à l'ohmmètre lorsque, évidemment, le circuit est éteint. Un court-circuit à l'interne, sur les transistors internes, sera facilement mesurable avec un ohmmètre. Et tant qu'à y être, mesurez aussi l'inductance, le self, la bobine. Si vous pouvez mesurer son inductance, si vous avez ce qu'il faut pour le faire, un mesureur d'inductance ou un pont, LC, ainsi de suite. Bien sûr, mesurez évidemment aussi sa continuité en courant continu à l'aide d'un ohmmètre. Okay? C'est une foule de petites choses qui peuvent être faites. Maintenant, aller plus en détail que ça devient un peu difficile à répondre sur une question générique, si vous voulez, de la session questions et réponses. Mais ça tourne autour des choses que j'ai mentionnées. Question suivante, la troisième, de Spawnex 34 21 24 84. J'ai acheté du flux, mais je crois qu'on dit du flux, là. En anglais on dit flux, de marque Amtech sur eBay. Le flux, c'est le liquide qu'on applique avant de faire une soudure pour aider la qualité de la soudure au plomb ou sans plomb, ça n'a aucune importance. Alors, il a acheté du flux de marque Amtech sur eBay. Bon, et je me demande si c'est de la contrefaçon ou si elle a passé date, parce qu'il y a des dates d'expiration. Mon problème, c'est qu'elle me fait beaucoup de résine après utilisation sur la plaquette, le PCB, beaucoup plus que sur toutes les vidéos que je vois sur YouTube. Est-ce que ça peut venir du fait qu'il est expiré? Sinon, pourquoi il y a une date d'expiration et si on peut l'utiliser après cette date, oui ou non? Bon. D'abord, je vous confirme avoir vu de la fausse soudure en pâte et du faux flux de soudure Amtech sur eBay. Donc, soyez avisés, si le prix est franchement très bas, si le fournisseur vient d'Asie, posez-vous des questions à ce sujet. Sinon, oui, il y a une date de péremption sur certains produits de soudure. Et ce n'est pas pour rien. Le vieux flux devient plus épais et de couleur plus foncée habituellement, ce que j'ai remarqué en tout cas avec l'âge. J'ai moi-même balancé une vieille bouteille de flux il n'y a pas si longtemps à la poubelle. Ça faisait au moins 10 ans que je l'avais. C'était rendu très épais et très foncé. La soudure était encore correcte avec ce flux, mais en effet, c'est plus gommé sur la surface et plus difficile à éliminer avec de l'alcool isopropylique. Je crois qu'il y a des solvants qui s'évaporent avec le temps et c'est pour ça que ça devient plus épais. Alors, il n'y aura pas de dommage à utiliser du vieux flux. En tout cas, moi, j'en vois pas. Mais disons que ce n'est pas l'idéal. En passant, la question m'a déjà été posée, est-ce que certaines plaquettes de circuits imprimés vierges qui n'ont pas été encore soudées, donc est-ce qu'il y a une date de péremption sur des plaquettes? Ben, évidemment, les plaquettes faites d'or, plaquées or, non. Celles plaquées argent, donc vraiment de l'argent, le métal argent, oui, car la soudure n'est pas aussi bonne, en tout cas en industrie, après quelques mois d'exposition de la plaquette vierge plaquée argent à l'air libre. Donc, il y a effectivement une date de péremption et en général, ils les gardent dans des sacs scellés avec des sacs de silicogel, si vous voulez, des sacs qui éliminent l'humidité. Mais il y a quand même une date de péremption. Sur les plaques à l'étain, plaqué éteint, pas certain qu'il y a une date de péremption. Moi, en tout cas, je ne vois pas de différence après quelques années, si c'est gardé dans un environnement pas trop humide, évidemment. Alors voilà. Maintenant, Trixo nous demande la question numéro 4. Je voudrais avoir votre opinion à propos du procédé de cryogénisation des composants audio. Câbles, prises, etc.
suivez-moi. La même réaction n'est pas envers la question, mais vraiment envers le procédé lui-même. Ce procédé de cryogénisation est très à la mode actuellement chez beaucoup de fabricants. Oui, c'est vrai. Mais est-il vraiment efficace pour abaisser au minimum la résistance des métaux? Bon. Comme bien des concepts en audiophilie, c'est un gros spectacle de fumée, cette histoire de cryogénisation. Question de vous mettre au parfum, vous tous, de ce qu'est la cryogénisation. C'est l'exposition à des températures extrêmement froides, en l'occurrence moins 197 degrés Celsius, utilisant l'azote liquide, l'exposition à ces températures extrêmes des composants audio, les câbles, mais pas seulement les câbles et connecteurs, aussi des amplis, des lecteurs CD, les enceintes acoustiques, etc. Ouch! Pauvre condensateur électrolytique et pauvre haut-parleur. Il n'y a, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu lire, de me documenter, aucune démonstration réelle des bienfaits de la cryogénisation. On connaît les effets métallurgiques en résistance mécanique lorsqu'appliqués à des alliages. OK? Mécanique. Mais rien ne supporte les améliorations appréciables de comportement électrique sur les métaux purs, comme sur le cuivre. Donc, ça a un effet mécanique sur les alliages, mais ça n'a aucun effet électrique, et encore moins sur des métaux purs. Et même s'il y avait quoi que ce soit d'amélioration, serait-ce perceptible? Tout cela est basé sur le mythe perpétué que l'oreille peut percevoir des nuances que même les meilleurs instruments de mesure ne peuvent percevoir. Bon, ça a été scientifiquement démoli à maintes reprises dans le passé. Mais bon, que voulez-vous? Il y en aura toujours qui ont l'esprit d'entrepreneur audacieux et qui voudront faire des dollars sur le dos des naïfs. Incidemment, les 4 paramètres reconnus et mesurables qui définissent la fidélité musicale sont, de façon unanimement acceptée, le bruit, la réponse en fréquence, la distorsion et les erreurs de temporisation. À eux seuls, ces 4 paramètres définissent absolument tout de la fidélité du son. Si vous êtes intéressé à en savoir plus et que vous comprenez l'anglais, je vous invite à visionner une vidéo de Ethan Weiner, un expert, un vrai celui-là, de l'enregistrement et de la reproduction audio. Je fournis le lien dans la description de cette vidéo. C'est très, très intéressant et on en apprend beaucoup. Bon, suite à cette question de Trixo, il m'est revenu, donc, avec un retour de questions. Et il dit « Je reviens sur le sujet de la cryogénisation car j'ai pu me procurer de l'azote liquide et j'ai fait des tests moi-même. Je vous confirme vos commentaires car c'est tout simplement une arnaque concernant les câbles, prises audio, etc. J'ai testé plusieurs câbles. La mesure de la résistance des câbles avant et après le traitement est totalement inchangée. Sur des vieux tubes audio E406 de 1942, des saletés sont apparues sur les broches de contact, mais à part cela, aucune amélioration audible. Ce qui veut dire, on nous prend pour des pigeons. Bon, ben, oui, je suis très content, mais pas surpris d'apprendre que vous et moi sommes d'accord sur le sujet. Bon, maintenant, Guy Verdonck nous envoie la question numéro 5. Je cherche un logiciel gratuit ou pas trop cher pour faire mes typons et essayer de faire des plaquettes de circuits imprimés. Bon, des typons, si vous voulez, c'est des masques ou c'est le résultat des dessins qu'on fait des traces de cuivre avant de fabriquer les plaquettes de circuits imprimés. Alors, il existe une tonne de logiciels de conception de plaquettes électroniques sur le marché et en bonne partie, ils sont gratuits ou partiellement gratuits. Sur Windows et Mac, ma recommandation, c'est DipTrace. Je vous le prononce en français DipTrace. C'est champion. Quant à moi, la version gratuite limite le nombre de broches à 300, c'est quand même pas mal, et le nombre de couches de cuivre à 2.
Mais sinon, tout fonctionne très bien. J'ai fait plusieurs plaquettes avec DickTrace et j'étais très satisfait. Il y a aussi Eagle, qui roule sur Linux, Windows et Mac, et qui est très populaire. Mais je ne l'ai pas essayé personnellement. Donc, je ne peux pas vous donner un commentaire personnel. Je sais que la version gratuite de Eagle limite le routage des pistes à une surface de 16 par 10 cm. Aussi, maintenant, un autre logiciel sur Linux, Windows et Mac, il y a KiCad, K-I-C-A-D, qui est entièrement gratuit. Ces derniers temps, je l'ai utilisé assez régulièrement. Il est très bien aussi. Et depuis peu, j'ai découvert un autre système, un autre outil qui s'appelle Easy EDA. Donc, EDA facile, Easy EDA, un environnement de conception totalement gratuit qui est en fait exécuté en ligne dans votre furteur web, votre browser. Donc, aucune installation logicielle n'est requise et il fonctionne indépendamment du système d'exploitation et vous pourrez travailler votre projet de n'importe où puisque c'est sauvé sur le nuage. Il semble bien fonctionner et permet aussi de simuler le circuit. Je crois que c'est un simulateur PSpice. Je n'ai pas encore essayé la fonction de création de plaquettes par contre. Je n'ai fait que le schéma. Mais je trouve ça quand même fascinant et très bien que tout soit en ligne. C'est quand même assez spécial. OK, ce sont mes recommandations. Je vous fournirai des liens vers les différents outils mentionnés ici précédemment dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Bon, ben voilà, on s'arrête ici pour cette session de questions et j'espère que vous avez apprécié le niveau et les thèmes variés de cette vidéo. N'oubliez pas, pas de questions reçues, pas de vidéo de questions et réponses. Continuez donc à me suivre, j'apprécie beaucoup. Votre fidélité compte pour beaucoup. Je vous dis merci et à la prochaine!